Bonjour et bienvenue à cette spéciale 100% Bénin. Depuis le vendredi 28 octobre dernier, une affaire défraie la chronique au Bénin. L'homme d'affaires Sébastien Germain Ajavon, arrivé troisième à la présidentielle de mars 2016, est retenu par la gendarmerie du Bénin suite à une conférence de presse qu'il a donnée dans un grand hôtel de la place. Un feuilleton qui a démarré dans la matinée de ce vendredi-là même par une conférence de presse donnée par un capitaine de la gendarmerie qui faisait état de la découverte de 18 kg de cocaïne pure dans un conteneur destiné à la société Comonesa, dont Sébastien Ajavon est le directeur général. Dans sa conférence de presse réplique, Sébastien Ajavon a rapidement fait remarquer des éléments qu'il a qualifiés de douteux dans cette affaire de découverte de cocaïne. Entre autres éléments douteux soulevés par l'homme d'affaires, les scellés découverts sur le conteneur ouvert qui n'étaient pas conformes au plomb utilisé à l'embarquement de cette marchandise au Brésil. Très rapidement, le collectif d'avocats qui s'était constitué autour de Sébastien Ajavon a dénoncé une détention illégale et arbitraire puisque les raisons de la détention de leurs clients ne lui avaient pas été notifiées. Où se situe alors la faille dans ce dossier qui fait le buzz au Bénin depuis 72 heures dans le cas d'espèce? Que dit le droit maritime? Pourquoi l'homme d'affaires Sébastien Ajavon est-il gardé depuis vendredi soir par la gendarmerie du Bénin? Où en est-on avec la procédure judiciaire? Ce sont autant de questions que nous essaierons d'analyser, de décrypter tout à l'heure, même au cours de cette émission 100% Bénin qui reçoit pour vous des techniciens du droit pénal, des techniciens du droit maritime, des syndicalistes, des acteurs de la société civile. Notre premier plateau dans cette émission reçoit pour vous un expert maritime. Il totalise plus de 20 ans d'expérience à son actif. Il s'agit de M. Jonathan Jonaye, qui est sur ce plateau pour nous aider à mieux comprendre cette affaire. Jonathan Jonaye, bonjour et merci d'avoir répondu à notre appel. Bonjour monsieur le journaliste. J'ai également sur ce plateau Maître Alain Orunla, il est avocat au barreau de Cotonou. Maître Alain Orunla, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est moi qui vous remercie de renouveler votre confiance. Bonjour docteur Jonaye. Avant de rentrer dans le vif du sujet, madame, monsieur, je vous propose de suivre ici, de revenir du moins sur les extraits des différentes conférences de presse qui avaient été animées dans la journée du vendredi à Cotonou. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2016, nous avons eu une information selon laquelle un conteneur qui devrait être dépoté dans une grande structure de la place contiendrait une quantité importante de drogue. Nous avons procédé à l'ouverture et à la fouille du dit conteneur en la présence constante des services de l'État tels que la douane, l'unité mixte de contrôle des conteneurs, et la DSLD, et la capitainerie du port et la direction du port. Alors, bilan, nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Nous les retrouverons. Tous ceux qui sont derrière ce trafic, nous les retrouverons et ils répondront de leur forfait devant monsieur le procureur de la République. Tous les produits arraisonnés sont saisis et mis à la disposition de la justice. Quant aux 18 kg de cocaïne, on procédera dans les heures à venir à leur incinération immédiatement. Voilà. Qu'est-ce que nous constatons lorsque l'inspection a été faite? C'est que nous avons un plomb qui est un plomb de Engine Shipping, numéro 113 893. Engine Shipping, c'est un carrière qui est surtout sur les... C'est un carrière chinois. Bon. Donc, a priori, les produits viennent du Brésil. Bon, on voit un plomb d'un carrière chinois. Il n'y a pas trop de logique. Et surtout, ce n'est pas les mêmes numéros de plomb. Donc, ça veut dire que et le plomb du shipper et le plomb du carrière ont été sautés. Donc, ça veut dire que le conteneur a été violé. Donc, ça veut dire que le contenu
du conteneur n'est peut-être pas forcément le contenu à l'origine, n'est pas le contenu à l'origine. À aucun moment, aucun agent ou aucune personne du groupe Cajaf Common n'a eu à s'approcher du conteneur. Et de mieux, on constate que les plombs ne sont pas les mêmes. Donc, nous ne voyons pas très bien pourquoi nos collaborateurs sont retenus au jour d'aujourd'hui. Il faudrait que le gouvernement de la rupture fasse la lumière. Ce que je dois vous dire, c'est que nous ne sommes pas là pour polémiquer, nous devons faire entièrement confiance à notre justice. Nous avons constaté que les plombs qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. On doit mettre les sondes dedans pour voir la température. Parce que si c'est une marchandise qui est venue de là-bas, elle doit être congelée. C'est des gésiers de dinde qui sont arrivés et il y a 2660 et quelques cartons dedans. Les produits n'ont pas été dissimulés dans les cartons, les produits ont été laissés à l'entrée du conteneur. Et Kabla ou Moutomiton, ça fait honte, ça ne fait pas du bien dans notre pays. On doit aider notre pays à prospérer et non à le détruire. Voilà, tour à tour, vous aviez donc suivi le point de presse du capitaine Tilao, qui est le responsable de la compagnie maritime de cette gendarmerie qui s'occupe des affaires du port de Cotonou, suivi juste après de l'intervention de la directrice financière et du développement du groupe Common SA et de l'intervention de M. Sébastien Javon, qui est le président directeur général du groupe Common SA. M. Jonathan Donaye, vous avez donc suivi les différentes interventions. Votre réaction? Alors, ma première réaction, elle est très simple. Quand vous commandez une marchandise, ne serait-ce que des œufs ou des habits ou quoi que ce soit, et qu'ils arrivent par conteneur, pour la recevoir, vous êtes présent. Alors, dans les discussions qui ont suivi, là, il paraît qu'aucun personnel de commande n'était présent sur les lieux. Pour qu'il y ait contradiction, vous recevez une marchandise, est-ce qu'elle est conforme à ce que vous avez commandé? Parce que le droit du transport exige une obligation de résultat pour le transporteur. Je crois quand même je pense qu'il y avait des représentants de commande sur la place quand on a voulu ouvrir le conteneur. Bon. La deuxième remarque que j'allais faire, elle concerne les plombs. Les plombs ne sont pas conformes. Les plombs n'étant pas conformes, on peut penser que sur le site, il y a eu manipulation. Ça se passe souvent, vous savez, on est au port, on y travaille depuis un certain temps. On a vu des conteneurs qui sont envoyés par le fournisseur et qui contenaient des balles de tissu. Le conteneur est arrivé avec le plomb et le conteneur était vide. Quand on a fait les recherches, on a vu que le plomb a été truqué. Il portait le même numéro. Donc, techniquement, c'est quelque chose qui peut être... C'est quelque chose qui peut arriver. Qui porte à réflexion, qui porte à interrogation. La faille se trouve où? La faille se trouve au niveau du transporteur, au niveau de l'expéditeur, au niveau du port de Cotonou? Où est-ce qu'on peut mettre la faille dans ces conditions? La faille peut se situer à tous les trois niveaux dont vous parlez, mais surtout au port de Cotonou, parce que nous savons que sur ce site, il y passe, malgré tous les efforts du gouvernement, tous les efforts qui se font, il s'y passe des choses qui dépassent l'entendement. J'ai eu vent d'un client qui a souvent eu, de façon répétée, la disparition du contenu de ce conteneur. Et par finir, on a pu mettre la main sur un type de réseau qui opérait comme ça. À l'intérieur du port? À l'intérieur du port. Ou bien sûr le bateau qui transporte? À l'intérieur du port. Parce que vous savez, le fournisseur qui envoie ses marchandises, il veut avoir une relation suivie avec son client. Un client qui lui paye, qui commande. Il veut d'abord que la marchandise arrive à terme, à temps, pour satisfaire son client. Il veut que la marchandise arrive dans de bonnes conditions. Il n'a aucun intérêt à manipuler cette marchandise parce que le client va le fuir, il ira voir un autre fournisseur. C'est aussi simple que ça. Voilà que, arrivé au port de Cotonou, parmi les manutentionnaires, parmi les gens qui officient, il se trouve qu'il y a peut-être des gens indélicats qu'on ne maîtrise pas, totalement.
et qui opèrent certaines fois comme ça, de façon répétée, pour soit vendre de la marchandise en fraude. Et c'est des choses qui se passent régulièrement. Donc dès que le plomb n'est pas conforme, il faut tout de suite arrêter l'opération. Si un expert n'est pas là, désigner un expert. Et du reste, les douaniers. Quel expert? Un expert maritime? Un responsable juridique, un avocat ou un huissier? Un expert maritime peut être doublé d'un huissier, par exemple. Un expert maritime peut être doublé d'un huissier. Mais il faut nécessairement la présence d'un expert maritime. Parce nécessairement. Nécessairement. L'expert maritime, il a la facilité et l'habitude de ce genre de traitement. Il veut qu'il y ait contradiction. Et c'est la contradiction qui confond les éléments en présence. Le bateau, qui est représenté par le consignataire bien souvent, et le client, qui est représenté par son transitaire et l'expert. Souvent d'ailleurs, il y a un expert du bateau qui est au contact avec le consignataire, et un expert du client qui peut être... Et là, se passe la contradiction. On fait le décompte des marches. On ouvre d'abord, on regarde la conformité des plombs. Ensuite, on ouvre et on fait le décompte. Quand il y a manquant, ça peut être du ressort du fournisseur. Mais quand il y a avarie, ça peut être ici, on est dans des produits frais, ça peut être la rupture de la chaîne de froid qui a causé l'avarie de la marchandise, ou ça peut être un vol, ça arrive. Nous sommes au Bénin, la population a faim, et des fois, ils chippent. Alors nous, on fait la traçabilité. Quand on remarque quelque chose qui n'est pas ordinaire, on fait la traçabilité, on fait des photos, on interroge le fournisseur et on apporte la preuve. Donc c'est toute une enquête. C'est toute une enquête. Absolument. Donc on n'arrive pas, on ne situe pas en même temps la responsabilité dans ce genre d'affaires. C'est ce que vous voulez dire? La sagesse voudrait qu'on aille patiemment. Mais qui doit faire appel à l'expert maritime? Qui normalement doit faire appel? Le client qui défend sa marchandise fait appel à un expert maritime. Et systématiquement, le navire qui est représenté par son consignataire, fait aussi apparaître son expert. Il y a deux experts. Et si on procède à l'ouverture du conteneur sans un expert maritime, qu'est-ce qui se passe par la suite? Si on fait... Alors, ce qui peut sauver le client... En présence d'un huissier. Oui, l'huissier aussi a autorité. C'est un agent de la justice. Hein. Donc... il prend ses précautions, il dit ce qui se passe à ce moment-là, il dresse un procès verbal de ce qu'il a vu. Et la faille importante à ce niveau ici, c'est le problème de la non-conformité du plomb. Quand un plomb n'est pas conforme, on peut y trouver un homme, un cadavre, on peut y trouver à la place de la marchandise, on peut trouver n'importe quoi. Donc la non-conformité du plomb, c'est le problème essentiel. Nous, dès qu'il y a non-conformité de plomb, souvent on arrête l'opération, on demande à tous les éléments, les contradicteurs, d'un côté comme de l'autre, d'être présents, parce que leur signature, et tout le monde co-signe enfin. Et quand tout le monde a co-signé, après, il n'y a plus de rétractation possible. Non, mais sur le champ, on ne situe pas en même temps les responsabilités. En fait, nous travaillons en accord, c'est-à-dire nos dossiers sont souvent versés au tribunal ou aux avocats qui vont défendre le cas en cas de litige. Sinon, quand c'est bien fait et qu'il y a clarté, on arrive quand même à identifier en même temps. On identifie et les assureurs payent à leur niveau, parce que souvent ces dossiers arrivent aussi au niveau des assureurs, chez qui la marchandise est assurée. Oui, mais dans le cas d'espèce, là, il s'agit quand même d'un produit prohibé. Quand on tombe sur ce genre de produit, comment cela se passe? Je comprends qu'il y ait tollé, parce que le produit est prohibé, et au Bénin, ce genre de produit, c'est parce qu'on a coutume de voir. Moi, je continue à dire que du moment que le conteneur, les plombs sont violés, a priori, le propriétaire du conteneur bénéficie de la présomption d'innocence. Si le conteneur était arrivé avec le même plomb et que les numéros étaient parfaits, sur le plomb qui était sur le connaissement et celui qu'on a retrouvé sur le conteneur, on peut à ce moment-là commencer à s'inquiéter vis-à-vis du propriétaire du conteneur. Mais qui est le propriétaire dans ces circonstances? Est-ce celui qui a envoyé la marchandise, puisque là, les responsables de commande disent qu'ils n'ont pas encore réceptionné cette marchandise? Qui est le propriétaire dans ces conditions, puisque la marchandise était encore dans l'enceinte du port de Cotonou? Le propriétaire de la marchandise, c'est celui qui a commandé.
a priori. Mais, puisque c'est à l'intérieur du port, le port est censé garder ce conteneur. Il a la garde du conteneur. Le port n'est pas propriétaire. Celui qui a commandé sa marchandise en est. Donc, la Sobema ou les agents manutentionnaires ont l'obligation de garder, mais sérieusement, cette marchandise. Et la responsabilité de l'expéditeur? Elle n'est pas en cause pour le moment, puisque l'expéditeur a envoyé une marchandise et a identifié la marchandise par un plan. Ce plan figure sur ce qu'on appelle le connaissement ou le BL. Et lui, une fois qu'il n'a pas retrouvé ce plan à l'arrivée, il n'est pas du tout inquiété. Il attend qu'on lui démontre pourquoi est-ce qu'on a enlevé son plan. Je vais dire que là, le plan fait corps avec la propriété de la marchandise. D'accord, merci, Monsieur Jonathan Dionaye. Je rappelle que vous êtes un expert maritime. Maître Alain Roula, vous avez suivi les explications de l'expert maritime. Sur le plan juridique, quelle interprétation vous faites de cette série de faits qui va de la découverte du colis prohibé jusqu'à la détention du patron de la société? Comment on est ça? Il ne s'agit pas d'une interprétation. Le processus parfaitement décrit est malheureusement limité à l'aspect civil, à l'aspect commercial des choses. C'est-à-dire que toutes ces précautions, ce processus, ont été prévues par la loi pour prévenir la mauvaise ou la non-exécution du contrat qui lie les parties, pour prévenir la mise en cause de la responsabilité civile ou commerciale de l'expéditeur, du destinataire, de celui qui a commandé, etc., etc. Là, s'agissant de l'introduction d'un produit prohibé, nous sortons d'abord du droit maritime pour aller sur le terrain de ce qu'on appelle le droit pénal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une substance prohibée a été découverte dans le conteneur, on écarte les règles de mise en cause des responsabilités de propriété et on doit remonter toute la filière parce que les plombs aient été violés ou ne l'aient pas été, je suis désolé, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Les conteneurs auraient pu parfaitement se retrouver sur le terminal réservé à Kajaf Common, que ça ne changerait pas grand-chose non plus. Ce qui est important, c'est qu'une substance prohibée a été retrouvée dans ce conteneur. À partir de là, les autorités pénales sont parfaitement en droit de faire les choses, mais de manière transparente et contradictoire. Substance prohibée, constat, une enquête doit être faite pour savoir qui a pu introduire et comment on a pu introduire. L'enquête n'est pas en cours? Oui, ce n'est pas l'enquête. Ce n'est pas encore l'enquête. On a eu à poser quand même la charrue avant. Vous serez repu. Ne vous en faites pas. Parce que, imaginez tous les scénarios. Qui nous dit que l'expéditeur n'a pas, à dessein, mis un plomb dénaturé et donner un autre numéro de plomb dans le connaissement. Il y a quand même des contrôles qui se font. Oui. Il y a la haute technologie quand même. Je veux dire, l'imagination est fertile, elle est débordante. Comprenons-nous là-dessus. Je veux dire que les plombs aient été changés ou pas, on peut en tirer des conséquences. Mais je veux dire que globalement, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Les constatations sont faites, c'est forcément quelqu'un qui a introduit les produits prohibés dans ce conteneur. Donc l'enquête doit s'attacher à découvrir, à rechercher comment et quand est-ce qu'on a pu introduire ces substances. Oui, ce qui dérange, c'est la rapidité de l'imputabilité de la responsabilité pénale. C'est ça qui est surprenant. Le fait qu'on ait retrouvé de la cocaïne, d'ailleurs, je ne veux même pas faire de commentaires sur le peu de professionnalisme de ceux qui ont communiqué. La qualité du produit, oui. C'est prématuré. Je pense que l'imputabilité de la responsabilité pénale, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure où je vous parle, au PDG de la société qui a commandé ces conteneurs,
est trop rapide, trop précipité pour que nous puissions parler d'objectivité, d'évidence. Parce que, en l'état actuel des choses, ça pourrait être l'œuvre de l'expéditeur. Ça a pu être modifié pendant le transport. Et surtout, ça a pu être opéré dans l'ancêtre même du port. Donc vous estimez qu'il fallait faire une enquête beaucoup plus assidue? Il y a trop de paramètres et trop d'aléas qui recommandent prudence et qui auraient dû obliger les autorités à faire économie de déclaration, économie d'imputabilité, puisque des mesures coercitives ont été mises en place. Alors, au cours justement de sa déclaration, le capitaine faisait comprendre que les produits allaient être incinérés dans les heures à venir. Est-ce qu'on peut incinérer un produit qui entre dans le cadre d'une affaire aussi importante en quelques heures, alors que le PDG du groupe incriminé dit aujourd'hui il faut faire également une évaluation de ce produit pour situer les responsabilités? Non, on n'a pas évalué ce produit. Parce non, que, mais il faut quand même envoyer une sonde pour savoir la température. Non, non. Honnêtement, je connais un peu, enfin, j'ai suffisamment pratiqué. Il n'y a rien de plus ressemblant à la drogue que la farine de blé ou le sucre. D'ailleurs, les Anglais parlent de brown sugar. Donc, ce n'est pas au goût ni à l'œil que même quand vous êtes expert, vous pouvez... Le capitaine de la gendarmerie a pu quand même vous allez voir, non, les failles. Donc, ce n'est pas à vue d'œil. C'est d'abord, après des analyses en laboratoire, qu'on peut avoir des présomptions sur la nature et la pureté de la cocaïne, encore qu'il n'y a pas de cocaïne pure. C'est toujours coupé puisque c'est élaboré chimiquement. On connaît la chose. Donc, la précipitation dans ça. Le vocabulaire témoigne d'un manque de professionnalisme. Parce que ce n'est pas à l'enquêteur de dire ce qu'il adviendra du produit saisi. Lui, il remet ça aux autorités judiciaires et on incinère qu'après que tous les prélèvements, les expertises, les contre-expertises, etc., et c'est sur décision de justice qu'on leur donne l'incinération. Donc, la précipitation dans ces déclarations qui sont inhabituelles, parce qu'en réalité, les enquêteurs sont un peu plus silencieux, aussi témoigne de la précipitation de l'opération. Il faut préciser que c'est la gendarmerie qui a invité la presse, justement, à une conférence de presse. Alors, voilà. Jonathan Dionaye, l'incinération rapide de ces genres de produits, c'est fréquent dans votre domaine? Non, j'abonde dans le sens, nous assistons à ce genre d'incinération, parce qu'on va au bout de la chaîne et on produit le rapport qui permet à l'assureur qui va payer par derrière que le produit n'est pas rentré dans le circuit par ailleurs. Donc, la répétition de l'indu n'est pas autorisée dans ces cas-là. Il s'agit de produits. Voilà. Donc, j'abonde complètement dans le sens que Maître Alain Rolla. Les choses vont trop vite pour qu'on puisse... on puisse dire que tel X ou Y est responsable de la situation. Absolument. Il faut une enquête beaucoup plus assidue. C'est-à-dire qu'il faut laisser temps au temps. Moi, je pense que l'officier a péché par manque d'expérience, par... voilà, ou bon, je ne sais pas. Moi, je ne veux préjuger de rien. Je veux dire, même pour les nécessités de l'enquête, on conserve ce qui aurait dû être détruit le plus rapidement possible. Même les morts, on les conserve lorsqu'il y a des doutes sur les causes donc du décès pour les besoins d'une autopsie. Alors, en particulier dans une procédure controversée, c'est prématuré que de parler d'incinération. Alors, Maître Alain Rolla, vous faites partie du collectif des avocats de M. Sébastien Njamon. Dites-nous, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à la procédure judiciaire dans cette affaire? Parce qu'on a eu vent de ce que l'intéressé devrait être écouté, est-ce qu'il est gardé à vue? Quel est l'état actuel du dossier? L'état actuel du dossier, c'est que depuis le vendredi dernier à 18 h, notre client est illégalement détenu puisqu'on ne lui a jamais rien notifié. Et c'est la notification qui fait droit. Oui, mais cependant, dans la procédure judiciaire, est-ce qu'on ne peut pas juste le convoquer juste pour l'écouter et pour les raisons d'enquête? Les enquêteurs font comme bon leur semble. C'est-à-dire, ils ont le choix. Est-ce que c'est conforme à la loi? Nous ne sommes plus dans la conformité puisque je suis en train de dénoncer un vice que la loi permet de considérer comme le fait accompli. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas une notification et qu'il y a privation de liberté, nous sommes obligés de constater qu'il y a garde à vue, seulement que les formes n'ont pas été respectées et ces formes
sont aussi importantes que le fond. Voyez-vous? Donc on en est encore dans cette situation, mais des informations insistantes provenant de sources judiciaires indiquent qu'une commission a été mise en place par le parquet pour, d'une certaine manière, reprendre l'enquête avant de procéder. Je ne sais pas ce que ça veut dire très clairement, mais ça ne va pas suppléer à la carence de cette procédure mal enclenchée, des constatations malheureusement bâclées, puisque l'enquête est partie de manière biaisée et empêche aujourd'hui que l'on vienne nous asséner une vérité d'évangile sur les différentes imputations et supputations, étant précisé qu'aucune charge n'est encore retenue à l'encontre de notre client. Monsieur Jonathan Djonaye, alors dans le cas d'espèce, quand vous vous retrouvez dans une affaire où les enquêtes sont en cours, est-ce qu'il est fréquent de garder les différents intervenants entre griffes au niveau des autorités pour la bonne poursuite de l'enquête, ou bien on leur accorde quand même le crédit au regard de leur importance dans la chaîne de transit? Maître Rolla vient de parler, il est pénaliste. Moi, je suis dans le cadre vous faites également. Je n'ai pas encore vu ce genre. Vous participez également à des enquêtes. J'ai participé à des enquêtes. Voilà. Il y a une enquête très importante à laquelle j'ai participé et où le feu président Kérékou était descendu sur le terrain. Dans ce cas, on n'a pas eu à interner quelqu'un. Il s'agissait de l'incendie au port, c'était aussi grave que ce que nous vivons maintenant. Mais il s'agit ici d'un produit prohibé. Alors, vous savez, la garde à vue du PDG peut être dans le sens de le protéger aussi. De le protéger contre qui? Il est dans son pays. Oui. Est-ce qu'il a besoin d'être protégé quand il est dans son pays? Non, mais vous savez, il circule librement, normalement. On est dans une affaire de concurrents, on est dans une affaire où... de concurrents dans le domaine du produit surgelé. Et on est ici dans une affaire où il y a des relents politiques peut-être. Donc je pense que vous avez vu qu'il y a eu des pneus qui ont été brûlés. Je ne sais pas dans quel cas ça a été fait. Oui, voilà. Mais c'était les manifestations sociales, spontanées. Voilà. Mais donc, si nous ne rentrons pas dans ce domaine et que nous restons purement dans le cadre de cette enquête, est-ce qu'il n'était pas normal quand même qu'on lui laisse le temps de venir se présenter dans le cadre de cette enquête? Est-ce que pour ces genres de produits, pour ces genres d'enquêtes, on peut garder dans les liens de la gendarmerie aussi facilement? Je pense que la question sera mieux posée à Maître Alain Rolla. J'ai l'impression que mes réponses ne me plaisent pas. Quand on découvre un produit prohibé et quand il y a une enquête qui est ouverte et qui est dirigée contre quelqu'un, on peut comprendre qu'il y a des mesures coercitives. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas pour quel motif Sébastien Ajavon est gardé. Parce que les autorités en devoir et en charge de notifier les charges ne l'ont pas fait. Je pense que ce qu'on pourrait reprocher à Sébastien Ajavon peut aller du fait qu'il se soit malheureusement réveillé le 28 octobre, pourrait passer par le fait qu'il ait tenu une conférence de presse. On est dans le flou. Tandis que si on avait notifié la garde à vue et notifié les charges en disant « Nous voulons vous entendre au sujet de telle marchandise qui a été retrouvée dans vos conteneurs », j'aurais été en mesure de vous dire « Ah ben voilà, pour quelle raison il est entendu, pour quelle raison il est retenu, et pourquoi, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence, on est en droit de le maintenir. C'est légal, avant qu'on apprécie la pertinence, la méchanceté ou la bienveillance de la mesure. Alors, mais là, non, c'est important, la conclusion. Nous sommes dans une zone de non-droit. Et quand il y a du non-droit, c'est forcément disproportionné, déséquilibré. Ça veut dire que la mesure n'est pas pertinente, elle est illégale puisqu'on est en dehors de toute base légale. Alors, dites-moi, Maître Alain Rolla, quelle pourra être la suite de cette procédure, de cette affaire? À quoi est-ce qu'on pourrait assister dans les heures à venir? Mais on peut assister à tout et à n'importe quoi puisqu'on est dans tout et dans n'importe quoi. Si j'avais eu une charge précise contre Sébastien Ajavon, je vous aurais dit, voilà les orientations possibles. Mais là, on est dans une zone de non-droit. Ce n'est pas de la phraséologie. Ça veut dire que tout peut arriver. Si dans un pays où
on n'a pas le droit d'interpeller un voleur, d'interpeller le dernier des Béninois, sans lui dire pourquoi il est interpellé, et sans le mettre en mesure de se défendre, sans porter à sa connaissance ses charges, si on peut faire ça en 2016 à un citoyen comme Sébastien Adjavon, ça veut dire qu'il peut se passer tout et n'importe quoi demain. Mais dans mon éternel optimisme, je me dis que les autorités reviendront à la raison et que les constatations qui ont été faites et dont les orientations sont biaisées permettront de voir qu'il n'y a pas la vérité du côté des accusateurs. Les informations que nous avons eues font état de ce que une commission mixte a été mise en place par le procureur et les investigations sont en cours. Alors, je veux me retourner vers vous, M. Jonathan Dionaye, sur le plan de l'expertise maritime. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les heures à venir? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de flou, dans une zone de non-droit, comme l'a dit Maître Alain Oula. On est dans une situation de flou. Sur le plan de l'expertise maritime, on a retrouvé le produit. À l'heure actuelle, on ne sait pas si le produit a été incinéré ou pas. On recherche encore les responsables. À quoi est-ce qu'on pourrait assister dans les heures à venir? Oui, j'avoue que dans le cas de cette affaire, le produit qu'on a retrouvé est un produit hautement prohibé. Mais on l'a trouvé dans quelles conditions? On n'arrête pas de dire depuis que le plomb est violé. Alors, quand on va aller au bout de la chaîne des investigations, nous allons nous apercevoir, soit, comme l'a dit Maître Rolla, que quelqu'un l'a introduit malicieusement, soit que le fournisseur l'a fait. Mais si c'est le fournisseur qui l'a fait, ce serait de connivence avec celui qui a commandé la marchandise. Pas forcément. Donc, ça peut être aussi un piège. Ça peut être aussi un piège. Là-bas, comme ici, ça peut être un piège. Parce que M. Sébastien Adjavon importe des produits congelés depuis des années. Oui, des dizaines d'années. Et je pense qu'à notre connaissance, on ne lui a jamais reproché ce genre de choses. Alors forcément, il y a quelque part, au niveau du port ou au niveau du fournisseur, quelque chose qui s'est passé qui n'est pas ordinaire. Au niveau du transporteur, parce que c'est possible également. Toute la chaîne. Voilà, oui, toute la ça chaîne. peut se passer sur le navire. Donc quand les autorités iront au bout et qu'ils vont conserver la marchandise qu'ils ont découverte, alors on pourra dire, voilà ce qui s'est réellement passé. Dans les médias, comme le dit Maître Rolla, c'est du flou. Et dans le flou, la sagesse ne commande pas qu'on prenne une décision. Nous sommes presque à la fin de cette première partie de cette émission. Votre mot de fin, docteur Jonathan Dionaye. C'est une histoire un peu douloureuse pour les opérateurs économiques qui regardent. C'est un peu, je pense que le gouvernement dont nous dépendons aussi voit la chose de très près et qu'il mettra du sien pour que la vérité sorte et que les opérateurs économiques, quels qu'ils soient, puissent travailler dans de bonnes conditions pour enrichir le pays, parce qu'un opérateur économique, quand il est riche, il fait travailler du monde, il paie des salaires, il apporte de la croissance. Donc je pense que les autorités sont des personnes sages et ils verront comment accompagner ce dossier pour trouver une solution rapidement et qu'on reparte dans un pays apaisé. Maître Alain Roula, votre mot de fin. Je répète, nul n'est au-dessus de la loi. S'il est établi que Sébastien Adjavon est l'auteur de ce crime, de ce trafic, qu'il subisse la rigueur de la loi. Mais dans des conditions légales de respect de la présomption d'innocence et d'objectivité de l'enquête et de l'imputabilité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Si on retrouve ce paquet, c'est forcément que quelqu'un l'y a introduit. C'est un criminel aussi. Donc dans un cas comme dans l'autre, il y a un crime qui a été commis, il faut poursuivre. Et je voudrais dire que ce n'est pas que Sébastien Adjavon qu'on salit, parce que à qui profiterait ce crime? C'est tout le Bénin, tous les entrepreneurs béninois, toute l'économie béninoise et tous les politiques béninois qui sont salis par cette illustration nauséabonde de ce qu'on dit de notre pays qui serait la plaque tournante de la drogue. Alors j'invite toutes les autorités, y compris au plus haut niveau, à la sagesse et à la raison et de savoir, comme un adage populaire de chez nous le dit, laver le linge sale en famille.
Merci, Maître Alain Ourla. Merci, Dr Jonathan John Aye. Madame, Monsieur, ce sera tout pour la première partie de cette émission spéciale 100% Bénin consacrée à cette affaire qui fait le buzz depuis 72 heures au Bénin. Il s'agit de l'affaire de la découverte de cocaïne au port autonome de Cotonou. Retrouvez-nous dans quelques instants pour le deuxième panel qui recevra pour vous d'autres acteurs et techniciens, mais cette fois-ci dans le domaine de la douane. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Nous sommes de retour pour la suite de cette émission spéciale 100% Bénin. Notre deuxième panel reçoit pour vous le colonel de douane à la retraite et actuellement député à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'honorable Basile Akhossi, également ancien chef brigade douane-port. Colonel Basile Akhossi, bonjour et bienvenue dans ce débat. Bonjour. J'ai également dans ce débat sur ce plateau un acteur de la société civile, Dieudonné Lokossou, est le secrétaire général de la CSA Bénin, entendez la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Monsieur Dieudonné Lokossou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Monsieur le journaliste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, madame, monsieur, je vous propose de suivre ici ce téléma sonore qui revient sur l'ouverture du conteneur au port de Cotonou. Faut refermer ce côté-là d'abord. Venez voir. Il faut quelqu'un. Ici. S'il vous plaît. Monsieur, vous êtes où? Il faut voir le colis là. C'est différent des autres. Première suspicion. Le colis là est différent des autres. Pourquoi c'est différent des autres? On va sortir ça et vous allez voir. Tu as fait la première mention. Les plans ne sont pas conformes. Première mention. Maintenant, on va descendre le colis. On va faire ici pour tester ça. C'est là. On va amener la gare et tout ça. Faites avec la on a laissez-nous maintenant faire le... qu'on a mis derrière là. Oui, il est là. Qu'est-ce que je vous ai dit, mon capitaine? Vous avez suivi ce que j'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas de précaution à prendre avant de toucher au colis? Oui, on va porter de blanc. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était donc le film de l'ouverture de ce conteneur depuis le vendredi dernier qui est
à la base donc de cette polémique. C'était donc la boîte de Pandore qui est à la base de l'actualité au Bénin depuis 72 heures. J'ai sur ce plateau le colonel Basile Ahossi, comme je le disais tantôt, c'est un ancien chef brigade port, il est douanier. J'ai également un membre de la société civile, M. Dieudonné Lokossou. Ma première question va vers vous, colonel Basile Ahossi. Votre réaction en tant qu'ancien douanier, vous avez suivi ce film? Oui, j'ai suivi, mais au plan technique, je n'ai pas encore de remarques particulières à faire. Mais j'espère que la procédure, parce que lorsque les marchandises arrivent au port, la première chose, c'est que la douane se présente à bord du navire. Le capitaine remet un document que nous appelons le manifeste. Le manifeste est déposé en douane, au port autonome, à la Sobemap, et puis j'en oublie. Et ce manifeste permet de savoir exactement les marchandises qui sont dans le navire. Le nombre de conteneurs, les marchandises que contiennent les conteneurs. Ce manifeste permet de le savoir. Et chaque propriétaire de marchandises comparaîtra devant la douane plus tard avec un dossier pour sortir ses marchandises. Et ce dossier est édité à la base d'un document que nous appelons le bill loading ou le connaissement. Ce connaissement nous renseigne la douane, je ne m'occupe pas des autres structures, renseigne la douane sur le destinataire réel, qui est en fait généralement le propriétaire, l'espèce tarifaire, c'est-à-dire la marchandise sous son appellation douanière, le nombre de colis, le poids, ainsi de suite. C'est au vu de ce document que le dossier que nous appelons en douane la déclaration est édité pour permettre à la marchandise de sortir. Lorsque le destinataire dépose ce dossier, il y a un service qu'on appelle le service appurement qui a se déplace aujourd'hui à l'enregistrement en ligne, qui prend ce dossier et va vérifier si les informations sur ce dossier correspondent à celles qui sont dans le manifeste. C'est seulement après cette vérification qu'on donne le OK pour la suite des opérations. Lorsqu'il y a une petite différence ou lorsque les choses ne sont pas exactement conformes, le dossier est renvoyé au rejet. Et le transitaire doit venir produire des explications. Parfois, ce que nous appelons des rectifications, s'il y a eu quelques erreurs. Donc c'est seulement après ça que l'inspecteur se met à l'œuvre, vérifie si l'assiette taxable est respectée, si la position tarifaire est respectée. C'est un peu des termes techniques, excusez-moi. Tout à fait. C'est vrai que je suis parti bientôt 10 ans, mais je ne les ai pas tous oubliés. Il vérifie tout cela avant de demander au propriétaire d'acquitter les droits pour aller sortir ses marchandises. Mais à l'étape de la sortie de marchandises, parfois c'est à l'intérieur du port, parfois c'est à l'extérieur. Pour sortir la marchandise, le port autonome est présent. La Sobemap, c'est d'ailleurs la Sobemap qui positionne les conteneurs. Elle est présente. La douane est là. Mais depuis environ 20 ans ou plus, les services de sécurité qu'on appelle la DSLD, ces services-là sont présents. On commence par vérifier. Sur le bon, il y a une copie du dossier que nous appelons le bon à enlever. C'est ça qui permet d'aller vers le conteneur. Si le numéro du conteneur que vous avez devant vous est conforme à celui qui est mentionné sur la déclaration, si le numéro du plomb qui est sur le conteneur est conforme à celui qui est marqué sur la déclaration, c'est à partir de ce moment qu'on ouvre. Et devant toutes ces structures-là, on ouvre. Et il y a un service à l'intérieur du port. Et je rectifie en disant que je n'ai pas été pendant longtemps chef brigade du port. J'ai été chef brigade du port intérimaire pour 4 mois, mais j'ai été adjoint au chef brigade du port pendant 2 ans. Donc j'étais... C'est presque la même chose. Voilà, j'étais dans le... Dans le commandement. J'étais dedans. Oui. Donc, il y a
un service au port, à la brigade qu'on appelle le service décor. Ce service compte un à un les colis. Si c'est des cartons, il compte. Si c'est des balles, il compte. Et on certifie que c'est conforme à ce qui est sur le dossier présenté, le bon à enlever. À partir de ce moment, le propriétaire est libre de partir avec ses marchandises. Ça se fait à l'intérieur du port ou à l'extérieur du port. Mais au cas où ça doit se faire à l'extérieur du port, la précaution d'usage est prise pour qu'on soit sûr que c'est le conteneur qu'on veut sortir, c'est le conteneur que désigne le dossier. Voilà à peu près comment ça se fait. Et lorsqu'on compte et qu'il y a, par exemple, il y a 100 colis, et vous y trouvez 98, ça ouvre la voie à une procédure contentieuse qui se gère. Il y a des structures pour gérer ça. Si c'est plus, il y a aussi la procédure contentieuse. Donc, d'une façon ou d'une autre, voilà les structures qui sont là, qui regardent et qui certifient avant que la marchandise ne soit laissée entre les mains de l'importateur. Alors, dans le cas d'espèce, vous aviez suivi le film, comme nous tous sur ce plateau, il y a eu l'ouverture devant un certain nombre de personnes, devant un huissier. Il y a une découverte qui a été faite. C'est comme ça que cela se fait d'habitude. Tel que ça a été découvert, on l'a découvert à côté, alors qu'il y a tout un lot de marchandises. C'est comme ça que vous procédez. Vous voyez en même temps ce qui est différent de l'ensemble. Expliquez-nous un peu. Comment, quand il vous arrive d'ouvrir un conteneur, comment cela se fait à l'intérieur? Non, lorsqu'on ouvre généralement, évidemment, le conteneur qu'on vient de voir est un conteneur à polémique. Généralement, lorsqu'on ouvre, les manutentionnaires et le préposé à l'écor, ce que nous appelons l'écor en douane, c'est la formalité d'identifier le produit qui est à l'intérieur, de compter le nombre tel que c'est mentionné sur la déclaration. Généralement, quand on ouvre, il n'y a pas de problème. Bon, mais là, on a découvert très rapidement le produit dont il s'agit à l'entrée. Oui. Vous avez de l'expérience dans le domaine. C'est comme ça que ceux qui ont l'habitude de le faire ont l'habitude de le dissimuler. Vous en avez déjà quand même surpris dans votre carrière. Moi j'ai eu à saisir de la drogue, mais pas dans le port. J'étais en charge de la brigade mobile de l'Ouémé à Porte-Novo. J'en ai saisi dans des véhicules. Bon, mais je trouve que celui qui a mis les colis différents des autres, juste à l'entrée de la portière, parce que si on n'avait pas fait attention, cela aurait pu tomber. Je dis, il n'a pas pris de précaution, si tant est que c'est une marchandise prohibée. Enfin, marchandise, nous appelons tout ce qui vient marchandise prohibée. Je crois qu'on aurait pu le dissimuler un peu mieux. Mais tel que c'est à l'entrée, ça a été mis à l'entrée, bon, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse ici, en tant qu'ancien inspecteur des douanes, on ne nous a pas montré le connaissement. Et pour qu'on vérifie si le numéro du conteneur est celui qui est sur le connaissement, si le numéro du plomb est celui qui est sur le connaissement. Dans sa conférence de presse, le président directeur général du groupe Common a dénoncé le fait que les numéros n'étaient plus conformes. Cela a été dénoncé également par la directrice du développement du groupe Common qui disait que le plomb qui a été retrouvé a un numéro différent du plomb qui avait été mis par l'expéditeur. Dans le cas d'espèce, comment est-ce que vous vous comportez? Non, là il y a problème. On devrait vérifier tout ça, certifier avant d'ouvrir. Et dans ce cas, les personnes devront assister à l'ouverture du conteneur. Les structures augmentent, notamment les experts maritimes, parce que cela ouvre la voie à la constatation qu'on n'est plus sûr que dans le conteneur, il n'y a que les choses mentionnées sur le connaissement, ou même qu'il n'y a même pas du tout ces choses-là. Donc, l'expert maritime aurait dû être là. Et il arrive ce que nous appelons les ruptures de charge. Lorsque les ruptures de charge interviennent, par exemple, dans le cas d'espèce, je crois que c'est un conteneur frigorifique. Bien sûr. Si le frigo tombe en panne et qu'on doit reprendre sur le parcours,
il y a des documents qui accompagnent pour dire à tel moment, il y a eu rupture de charge et on a dû remettre telle chose. Et c'est certifié. Et c'est certifié. Ce n'est pas... C'est pas des choses qui... Ça ne se fait pas au pifomètre. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, dans le cas d'espèce, à qui est-ce qu'on peut attribuer la responsabilité? Ou, à votre niveau, où est-ce que le plan a pu être changé? Dans mon rôle d'ancien douanier, je n'ai pas tout oublié. Je ne peux pas situer, mais il y a une irrégularité. Et l'expertise maritime doit pouvoir situer où ça s'est passé. Il faut nécessairement l'expertise maritime. L'expertise maritime, l'armateur, le consignataire, ces trois personnes doivent pouvoir nous dire ce qui s'est passé. Ou alors, si eux, ils certifient que c'est arrivé jusqu'à destination et que c'est après ça qu'on le constate, ben, les gens chargés, ceux qui ont réceptionné le conteneur doivent pouvoir le dire parce qu'il y a une structure qui réceptionne les conteneurs dans le port et qui est là quand on ouvre. Bon, en fait, si on cherche sur la ligne, on doit pouvoir trouver. Bon, parce que ce n'est pas normal. Qui réceptionne à l'intérieur du port, est-ce que cette structure a l'obligation de contrôler le numéro qu'il y a sur le bordereau? Est-ce que la structure a le devoir de vérifier si le numéro est conforme au numéro que l'expéditeur a envoyé? Absolument, absolument. C'est tout cela qui rend l'expédition recevable. Moi, je suis société X, c'est moi qui réceptionne les conteneurs. Mais on me produit le connaissement. D'abord, ma structure reçoit le manifeste. Le connaissement, et je vérifie. Au débarquement, je vérifie. Conteneur numéro tant, je vais regarder le scellé numéro tant. Si ce n'est pas comme ça, je ne dois pas reçu. Je ne dois pas faire la décharge que j'ai reçue. Donc, la structure devait retourner tranquillement ce conteneur. La structure devait poser le problème. Et il y a l'expertise maritime et les autres qui s'occupent de gérer cette question. Alors, donc, si ça a été réceptionné à l'intérieur du port, ça veut dire que on suppose que le numéro a été conforme avant qu'on le réceptionne. C'est ce que je pense. Donc, ça veut dire que les plombs ont peut-être été sautés à l'intérieur du port. Ce n'est qu'une déduction que je suis en train de faire. C'est ce que je pense aussi, probablement. Parce que, ou alors, celui qui a fait réceptionner, si les plombs n'étaient pas ceux qui ont été placés au départ, il a commis une faute extrêmement grave. Extrêmement grave. Dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va en répondre. Il va en répondre parce que c'est son devoir. Et c'est un rôle pointu. C'est un rôle pointu. Parce que on peut même réceptionner, mettons, ne parlons même pas du cas de drogue, mettons que le produit est avarié. Alors si lui il reçoit et qu'il y a déjà de mauvais signes sur le conteneur, qu'il ne le dit pas, et il ne reconnaît pas, et qu'après on ouvre, tout est pourri, mais c'est sa société qui prend la responsabilité. Alors, avant de vous laisser partir, colonel Basile Akhossé, dites-nous, comment se font les contrôles à l'expédition des conteneurs? Est-ce que les conteneurs ne sont pas passés sous scanner? Est-ce qu'on ne vérifie pas ce qu'il y a dans ces conteneurs avant que cela n'embarque sur un bateau? Oui, merci M. Afrofoyer. Je crois que ces choses-là mettent du temps à prendre chez nous, mais ailleurs, c'est déjà passé dans les habitudes. Pour un produit qui vient quand même du Brésil, ça passe sous scanner. Ça passe sous scanner, parce que je me rappelle que les États-Unis avaient posé ce problème. J'étais alors chef du service régional de lutte contre la fraude dans l'Atlantique et le littoral. L'administration des douanes nous a fait déplacer aux États-Unis et tous les grands pays avaient déjà ça. On était quelques rares pays, il y avait déjà la Côte d'Ivoire, il y avait même le Togo avait déjà commencé à l'installer. Il manquait que nous. Donc nous étions partis, j'étais parti avec un de mes collègues, Amadou Fortuné, je crois. Et on a essayé, mais c'est les conditions d'entretien qui ont fait qu'en 2004, on ne l'avait pas fait. Mais je crois que le PVI est venu après le faire. Mais je dis que dans les grands pays, c'était déjà ça, parce que ce n'est pas eux, ils ne l'ont pas fait surtout pour la fraude, parce qu'eux, ils exportent. Ils l'ont fait surtout pour les questions de terrorisme. Parce que
il s'est avéré au cours de notre séjour aux États-Unis, on nous a montré des films, on nous a fait des conférences où les gens mettaient des explosifs, ils envoyaient des explosifs dans certains pays, et puis ça éclatait. Donc c'est surtout pour ça, ils étaient tous équipés. Ça m'aurait surpris qu'en 2016, que le Brésil n'ait pas ce dispositif. Alors donc au clair, il est improbable que ce produit prohibé puisse quitter alors le Brésil dans ces conditions, si tant est que c'est un grand pays qui peut avoir un scanner au niveau de son port. Oui, mais je laisse toujours une porte ouverte. Au doute. Oui, ça veut dire que si ça a pu partir du Brésil, on doit rechercher des complicités au port. Et des gens qui travaillent sur tout le circuit. Tout le circuit, on doit rechercher. Si ça a pu partir du Brésil, bon, ce dont je doute un peu, et la question des plombs, tout ça, moi ça me jette dans une réflexion. Je cherche, je ne trouve pas, mais en attendant, ben, je n'accuse personne. Et dans le cas d'espèce, pour faire l'enquête, on fait des gardes à vue. Vous êtes un ancien officier. Oui. J'ai suivi. Quand vous avez eu de ces genres de situations, comment est-ce que vous les aviez gérés? On a mis des gens en garde à vue? J'ai suivi quelques cours de droit. Je ne me proclame pas juriste. La règle, c'est la liberté. La détention est l'exception, disent les juges. Lorsque l'intéressé n'a pas de garantie de représentation, on peut le garder si le dossier est chaud. Mais si c'est quelqu'un qui a une grande notoriété, qu'on peut retrouver à tout moment, qui est là, qu'on peut empêcher de partir, je crois que généralement les magistrats préfèrent laisser en liberté et mettre sous convocation. Mais dans le cas d'espèce, je parle des magistrats, nous ne sommes pas encore avec les magistrats, je crois. On est encore au niveau de l'enquête. Des auxiliaires de la justice. Mais en bon législateur, je crois qu'il faut laisser la justice faire ça. Merci Basile Akhossi. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et que vous aviez été, vous étiez douanier. Vous aviez été pendant longtemps donc au niveau de la douane Cotonou-Port. Merci pour toutes ces précisions que vous aviez bien voulu accepter, nous apporter pour mieux comprendre donc le trafic au niveau du port, comment se fait le contrôle au niveau de la douane. Et comme je le disais, j'ai également sur ce plateau Dieudonné Lokossou, il est le secrétaire général de la CSA Bénin, la Confédération. Restez encore avec nous, Basile Akhossi, nous ne sommes pas pressés de vous laisser partir. Alors j'ai également sur ce plateau Dieudonné Lokossou. Pourquoi est-ce que nous avons invité un syndicaliste, la société civile, tout simplement parce que très tôt on les a vus aller porter assistance à M. Sébastien Javon. Ils font partie de ceux-là qui ont dénoncé une arrestation ou une détention arbitraire. Avant de vous donner la parole, Dieudonné Lokossou, je vous invite à suivre cet élément. Nous, on ne sait pas encore ce qui lui est reproché. Les autorités n'ont qu'à nous informer de ce qui lui est reproché. Et que la justice n'a qu'à prendre la responsabilité, n'a qu'à prendre le dossier en main. Nous avons tenté de joindre les différentes autorités qui nous gèrent aujourd'hui. Impossible de parler avec elles. Ce n'est pas normal. Mais même ce matin, j'ai tenté de joindre le ministre de la Justice. Impossible. Lorsque je fais le numéro, ça me dit appel terminé. Alors que nous sommes les yeux et les oreilles de ce pays. C'est nous qui sommes les veilleurs. Nous sommes les citoyens qui faisons la veille. Ce n'est pas normal que ça se passe comme ça dans un état de droit. Nous avons lutté déjà antérieurement à ces abus de pouvoir. Il ne faudrait pas que ça se recommence. Le Bénin n'est pas un état de non-droit. Voilà. On ne peut pas comprendre que ça continue comme ça. Ce n'est pas un état de non-droit. Si on a arrêté quelqu'un, il faut respecter les procédures et notifier à la personne ce qu'elle a fait. Ce qu'on lui reproche. On ne peut pas garder de façon arbitraire et de façon injuste. Pour nous permettre de faire et de façon abusive quelqu'un de cette manière. Nous, on est dans un état de droit et on veut qu'on respecte notre pays qui est un état de droit. On n'acceptera pas qu'on le transforme en état de non-droit.
Voilà, à l'instant, donc, monsieur Martin Assogba, il est donc le président de Alcrer, qui est une ONG de lutte contre le racisme et l'ethnocentrisme. Nous avions également à ses côtés Noël Chadaré, qui est également secrétaire général d'une confédération syndicale de la place. Sur ce plateau, j'ai Dieudonné Lokossou, secrétaire général de la CSA Bénin. Très rapidement, on vous a vu vous mobiliser, membres de la société civile, autour de M. Sébastien Adjavon. Qu'est-ce qui justifie cette mobilisation de votre part? Je crois que c'est un devoir citoyen. Nous avons le droit, le devoir de porter assistance à une personne en danger. Ensuite, en quoi nous avons en danger? Nous avons fait la même chose hier quand on a arrêté le président Talon, quand il n'était qu'un simple homme d'affaires à la police. On l'a assisté, on est resté là. Maître Agbo aussi, c'est pareil. Alors, on ne peut pas, dans les conditions dans lesquelles M. Talon, M. Adjavon, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays, les conditions dans lesquelles il a été interpellé, ça nous a vraiment choqués. Alors, depuis, j'étais là hier, avant-hier, on était là, on est encore parti ce matin, mais on nous a empêchés d'aller vers lui, ce qui est vraiment dommage. Et compte tenu de sa notoriété, on ne devait pas lui réserver un tel traitement. Oui, mais on dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi. D'accord, nul n'est au-dessus de la loi, mais il y a quand même des gens qui ont une certaine surface, je ne vais pas compléter, il y a des gens qui ont une certaine confiance qu'on ne peut pas prendre comme ça. Alors, si j'ai suivi le colonel de douane tout à l'heure, vous avez vu, il a fait une description, une procédure assez longue. Est-ce que ici, les gens ont respecté la procédure? Moi, je suis allé au Brésil et j'ai un collègue qui avait un passeport et il y a un trait qui manquait, on a mis ça dans l'ordinateur, c'est rejeté. Donc, le Brésil n'est pas n'importe quel pays. Si il y avait, je suppose, s'il y avait effectivement la drogue, ça devait être signalé là-bas. Depuis le Brésil. Depuis le Brésil. Et moi, je vous fais une confidence. Le président Adjavon n'est pas un naïf. Moi, il m'a dit que quand il voyage, il n'est jamais avec 2 valises. Il a son trolley parce qu'il présume peut-être que les gens peuvent lui créer des problèmes. Alors, donc, ce qui s'est passé là, la façon dont le conteneur a été ouvert, moi, ça me pose un problème. À partir du moment où il y a une violation du scellé, la prudence aurait voulu que l'on s'abstienne, que l'on appelle, comme l'a dit quelqu'un, un expert maritime. Et puis, il faut remonter la filière. On ne peut pas s'arrêter tout de suite à un seul monsieur et on le met là où on ne doit pas le mettre. Oui, mais alors, votre mouvement, votre mobilisation aujourd'hui se situe dans quel cadre? Est-ce que vous pensez que c'est cette pression populaire qui va permettre à l'autorité judiciaire de faire son travail? Parce que l'autorité judiciaire dit les enquêtes sont en cours. Non, je crois que notre démocratie est fragile, est encore fragile. Et il faut faire attention. On ne peut pas se cacher derrière l'autorité judiciaire pour chercher à brimer des gens. Tout accuser est supposé, comment vous dites ça? Présumé innocent. Présumé innocent. Donc, monsieur Adjavon est présumé innocent jusqu'au moment où on va apporter les preuves. Oui, mais la garde à vue est prévue quand même dans les tests également. Non, je ne dis pas non. Mais il ne faut pas l'appliquer n'importe comment. Mais vous voyez les conditions dans lesquelles on a découvert ces marchandises prohibées là, alors qu'il y a des cartons dedans. Mais celui qui est, à moins qu'il ne soit pas, celui qui veut vraiment faire quelque chose qui est interdit, qui est prohibé, ne peut pas exposer la chose au pied des cartons. On doit quand même dissimuler. Alors donc, il y a un problème, il y a beaucoup de doutes autour de cette affaire-là. Et je crois que, bien sûr, M. Adjavon n'est pas
au-dessus de la loi, mais il aurait été souhaitable que la justice, à sa lenteur, mais il aurait souhaité que l'on accélère pour qu'on découvre la vérité. Si au bout des investigations, il se trouve que M. Aguiavon, nous ne sommes pas là pour entraver la justice, mais ce n'est pas possible, parce que depuis avant-hier, moi, je n'ai pas dormi, je suis en train de penser que ce type qui fait cette opération-là, ce commerce-là, depuis des années, puisse tomber dans un piège, et rapidement, on nous a déjà dit que les produits coûtent 9 milliards, et on s'apprête à détruire ça. On ne peut pas détruire quelque chose si on n'a pas procédé à l'analyse, encore que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut analyser, qu'on ne peut pas parler de cocaïne dure. C'est vite allé en besogne avec tout ce que j'ai entendu là. Est-ce que vous avez essayé de contacter les autorités judiciaires? Hier, c'est devant nous. Hier, on a appelé le ministre de la Justice. Et il a rappelé après. Et d'après ce que Alcret nous a dit, le ministre lui avait confié, c'est pas un machin secret que je suis en train de violer, qu'il allait intervenir le soir. Mais on n'a plus rien entendu. Oui, mais ce que nous avons entendu par la suite ne peut pas entraver le cours normal de la justice, peut-être intervenir juste pour savoir un peu ce qui se passe. Bon, mais c'est qu'on n'a plus le retour. Donc, moi, je crois que ils ont mis en place une commission mixte pour poursuivre les enquêtes. Il serait bon que les choses se passent dans une transparence totale pour qu'on nous situe. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, M. Dieudonné Lokossou. Madame, Monsieur, j'ai entre-temps eu également sur ce plateau un acteur de la justice béninoise. Il s'agit de Maître Paul Kato Atita, qui nous a rejoint entre-temps sur ce plateau. Maître Atita, bonjour et bienvenue dans ce débat. Ça va. Okay. Alors, Maître Atita, vous avez suivi donc les événements depuis vendredi au Bénin. On dirait une fiction. Quelle analyse vous faites de tout ce que vous suivez depuis ce vendredi? Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai suivi le SG entièrement. Il n'est pas juriste, mais il a dit le fond, l'essentiel, le fond. Et je vais vous surprendre en disant quelque chose de très simple. La privation de liberté dont M. Sébastien Aguiavon est victime depuis vendredi, c'est un abus. Mais c'est dans le cadre d'une enquête. C'est un abus. Il est dit au niveau du parquet que c'est une enquête qui est en cours. Ça peut se dire aux novices de la rue, mais pas à certaines personnes. C'est un abus et je peux vous dire que les responsables de ça, et qui seuls aujourd'hui ont le pouvoir de mettre fin à ça, c'est le garde des Sceaux, c'est le chef de l'État. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ça, je vous le dis en tant que praticien. Je vous dis, ça va 30 ans. Oui, mais pourquoi? Je vais vous l'expliquer simplement. Il faut quand même laisser la justice faire ça. Non. Au stade où nous sommes, nous ne sommes pas au stade encore de la justice. Nous sommes au stade du parquet, qui est un démembrement du gouvernement au niveau de la justice. Et ça, les gens ne le savent pas. Et ça, ils ne le savent pas. Il ne faut pas confondre le parquet avec la justice. Le parquet ne constitue pas une autorité judiciaire. Le parquet, c'est un organe, c'est un démembrement du gouvernement. C'est le bras opérationnel du gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les parquets sont rattachés directement à l'autorité de garde des Sceaux. Et vous lisez les textes, lisez la loi sur l'organisation judiciaire du Bénin, lisez la loi sur les statuts des magistrats, vous verrez que les procureurs de la République sont directement liés au garde des Sceaux, y compris les procureurs généraux. Oui, mais est-ce que le procureur peut prendre une décision sans finaliser une enquête, puisqu'il y a une commission qui a été mise en place? Je vais vous dire une chose. Le temps ne le suffira peut-être pas. Et il a dit à novice, aucun procureur de la République sur le territoire du Bénin ne peut se donner le risque de faire interpeller un homme comme Séverin Aguiavon s'il n'a pas l'aval du garde des Sceaux. Non. On n'est pas au-dessus de la loi. Non. Le procureur fait son travail. C'est lié ce que nous appelons la qualité de la personne suspectée. La qualité de celui qui est mis en cause. Ce n'est pas n'importe qui. Et c'est un principe non écrit de notre droit. Et c'est un principe qui a une origine. C'est un principe même qui a été consacré une fois dans ce pays par une loi. En 1961. Cette loi, certainement, n'existe plus aujourd'hui, mais ça a été consacré. Et c'est un principe. On ne peut pas se lever et se jeter sur certaines personnes, comme ça,
comme des individus vulgaires. Oui, mais dans le cas quand même d'un produit prohibé. Non, non, pas du tout. Certains disent que c'est une affaire quand même. Il faut creuser en profondeur. Pas du tout. Il a une brutalité dans ce qui se fait sur la personne de M. Sébastien Adjavon. Et c'est cette brutalité-là qu'il faut dénoncer. M. Sébastien Adjavon n'est pas quelqu'un qui va se refuser, Sébastien Adjavon, n'est pas quelqu'un qui va se refuser de se présenter librement à un OPJ enquêteur. Il n'est pas quelqu'un qui va se refuser de se présenter librement à une audience d'un juge. Donc c'est quelqu'un qu'on peut laisser libre tout en menant l'enquête. Et ils le savent. Le garde des Sceaux le sait. Et je dis, les populaires le savent. Ils l'ont toujours appliqué. C'est un principe, ce n'est pas une faveur. C'est lié à leur rang social. Ce n'est pas une obstruction à la justice. Alors, il nous a été dit que la commission donc, doit rencontrer M. Sébastien Adjavon. Maître Paul Kato-Atita, dites-nous, conformément à la procédure, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les... Voici mon problème, moi, aujourd'hui. C'est que cet abus-là, dont il est victime aujourd'hui, là, qu'on arrête ça. Qu'on lui redonne sa liberté. Parce qu'on n'a pas besoin de le priver pour mener l'enquête. Quand on parle d'enquête, l'enquête peut se poursuivre libre chez lui. Vous voyez, il a des principes qui sont connus de nous tous, praticiens du droit de procédure pénale. Et on ne peut pas penser que dans ce Bénin, il n'y a pas de gens qui ne connaissent pas la procédure pénale. Ce n'est pas possible. Oui, mais les enquêteurs relèvent également de la maison de la justice. Je dis non. C'est-à-dire ce qui se fait là, c'est un abus. Et il faudrait qu'on y mette fait. Moi, je dis, j'ai une seule préoccupation aujourd'hui. C'est de prier respectueusement le garde des Sceaux. Parce que c'est lui le chef du parquet légalement. Légalement. De le prier respectueusement. Avec toute la considération due à ses fonctions actuelles. Vraiment, de faire cesser ça. C'est de le prier, d'en discuter avec le chef de l'État, dont il est le collaborateur au plan politique et gouvernemental. Que le chef de l'État l'autorise à faire cesser ça. C'est les deux qui peuvent faire cesser ça. Il n'a pas autre personne. Et je pense qu'on n'a pas besoin de le priver pour la suite de l'enquête. C'est pas possible. Dieudonné Lokossou, vous êtes membre de la société civile, je le disais donc tantôt. Vous suivez de près cette affaire. Que comptez-vous faire dans les jours à venir si il n'y a pas le dénouement tel que... Je n'ai pas fait de publicité sur le plateau, mais nous prenons des dispositions. Demain, nous allons nous retrouver. Parce que si au bout du rouleau, M. Adjavon était innocenté, alors toute cette tracasserie-là aurait servi à quoi? Donc c'est pour cela qu'on aurait dû le laisser. Quand vous allez là-bas, avant-hier, c'est la colère populaire. Les gens ont commencé par mettre les pneus enflammés. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi je dis que moi je n'ai pas à faire une publicité ici, mais nous n'allons pas rester inactifs. Parce que j'ai vu la police, et mon chauffeur m'a signalé que des fourgons de policiers pleins, cagoulés, ont pris chez moi 2 fois. Bon, j'espère que j'espère qu'ils vont pas, c'est de l'intimidation, j'espère qu'ils ne vont pas prendre le risque de prendre un syndicaliste pour l'ajouter à M. Adjavon. Donc, ils ne feront pas ça, mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous auriez fait cela pour un citoyen lambda? Non, ça dépend. Mais ça dépend des relations que nous avons avec M. Adjavon. M. Adjavon, c'est le patron des patrons. Nous nous retrouvons au BIT. Il a été président du conseil d'administration de la Caisse où j'ai été membre. On est restés ensemble. Je peux témoigner de son honnêteté. Et tous ces gars qui sont là aujourd'hui, politiciens, il les a aidés. Mais ce n'est pas une raison. Et je dis que si sa responsabilité était engagée, bon, la loi n'a qu'à être appliquée. Il est citoyen. Mais maintenant, au cas où les préjudices qu'il aurait subis, comme l'a dit Maître, est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? On est en train de ternir l'image de notre pays. On veut détruire un opérateur économique de grande taille. Et moi, les emplois, les gens qu'il nourrit, mais on va faire quoi? On veut qu'on ferme la maison? Donc, moi, j'ai vraiment de doutes sur un certain nombre de choses, mais j'attends. Mais il faut laisser la justice faire son travail. Des affirmations gratuites, mais je dis que je présume qu'au bout du rouleau, on va découvrir la vérité. Tout à fait. Il faut aller jusqu'au Brésil, il faut voir le circuit du navire, et comment est-ce que le plomb a été changé, et on est venu
on a ouvert tout de suite, on a découvert, on a dit qu'on a conclu et on veut accélérer les choses. Donc laissons la justice peut-être faire son travail, mais je pense que les praticiens de droit eux-mêmes, les avocats, tous ceux que nous on a vus, avocats, n'ont pas apprécié ce qui se passe. J'ai même vu des juges là, aujourd'hui, qui ne sont plus aux affaires. Donc moi je crois qu'on n'a qu'à faire économie de ces faux bruits que nous faisons dans le pays et que les images sont projetées vers l'international. Et RFI diffuse ça à satiété, ce n'est pas une bonne chose. Et on a trop de problèmes dans le pays, on a trop à s'occuper des affaires et non à chercher à s'occuper des personnes qui aident pour le développement socio-économique de notre pays. Maître Paul Kato-Atita, est-ce que vous, en tant que membre du collectif des avocats de M. Sébastien Adjamon, est-ce que vous avez mené quand même des démarches vers le garde des Sceaux pour comprendre de quoi il s'agit? Parce que vous aviez dit qu'il est le seul à pouvoir intervenir. Il est le seul qui peut aujourd'hui... Quelle démarche vous aviez eu à mener? Pour le moment, moi, il a d'autres personnes plus habiles. Le garde des Sceaux ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ce vénin, c'est Sébastien Adjamon. Le président Abdelou ne peut pas dire qu'il ne le connaît pas. La qualité de l'intéressé, il ne faut pas oublier ça en procédure pénale. Le juge pénal ne se met pas. Je veux dire, attends, ils le connaissent. Je vais vous décrire, moi, lorsque c'est Sébastien Adjamon. C'est le chef du patronat en République du Bénin. Vous savez, c'est un homme d'affaires connu de notoriété. C'est un notable national. Mais c'est surtout un candidat aux dernières élections présidentielles et qui est venu 3e. Et qui a dû remettre son suffrage et ses militants pour faire élire, c'est important, pour faire élire le régime qui est là. Et dont il est un membre intégré. Oui, mais est-ce que c'est pour ça attendez, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le connaissent pas. Et ils vont dire que ce n'est pas pour ça qu'on va c'est pas ça. C'est pas ça. Et la qualité de cette personne-là, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Je n'ai pas dit de ne pas faire une enquête. Mais cette personne-là bénéficie d'une qualité telle qu'on ne peut pas le priver de liberté. Si on laisse ce genre de choses se poursuivre, c'est comme on laisse chiquer là. C'est comme si pour une affaire de quoi, quelque part, on se jette sur lui comme un vulgaire individu. C'est dangereux pour les autres. Et M. Adjamon, aujourd'hui, on ne lui accorde même pas un bénéfice du doute. On passe directement à une accusation. On ne passe même pas à une présomption de innocence. Non, il n'y a pas encore d'accusation. Ah non, mais la manière de le traiter, brutal, il n'a même pas reçu une convocation. Il était à la fin d'une conférence de presse quand on est venu le chercher, avec une brutalité sans pareil, de commissariat en commissariat, de brigade en brigade, jusque dans le port, ainsi de suite garder la compagnie, comme un individu vulgaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous pensez que la procédure devait être quoi avec la procédure, quand on est en face d'une personne de qualité comme ça, ça s'organise avec plus de douceur. Il n'a pas bénéficié de douceur de leur part. Et aucun OPJ ne pouvait le traiter avec cette brutalité s'il n'a pas eu l'aval d'un supérieur. Aucun procureur de la République... Ça, nous n'avons pas... Non, c'est la procédure. C'est nous les praticiens qui connaissons ça. Et aucun procureur ne peut traiter ça s'il n'a pas eu d'aval supérieur. C'est nous sommes du milieu. Et c'est la déontologie qui est là. C'est les règles de soumission hiérarchique. Face à des gens de ce genre. Il faut traiter ça avec beaucoup plus de tact. Monsieur Dieudonné Lokossou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission spéciale 100% Bénin, consacrée donc à cette affaire qui défraie la chronique au Bénin. Vous avez certainement votre mot. Je voudrais vous remercier. Je sais que vous prenez des risques. Nous aussi, nous avons pris des risques parce que vous avez demandé à certains qui ont refusé de venir. Donc moi, je n'ai peur de personne. Il n'y a que Dieu que je regarde. Donc moi je souhaite qu'on trouve rapidement l'auteur ou de celui qui a violé les scellés et qu'on situe clairement les responsabilités. Monsieur Adjamon ne doit pas être remercié de cette façon. Ce n'est pas là où il doit être. Il ne peut pas fuir le pays. Donc moi je crois que les gens sont en train de chercher quelque chose qu'ils ne trouveront pas s'il plaît à Dieu. Je vous remercie. Paul Kato-Atita, vous êtes avocat. Moi, je prie respectueusement le chef de l'État, avec toute la considération que je me dois toujours de donner à nos responsables. Et je prie le garde des Sceaux lui-même, le garde des Sceaux étant le chef du parquet légalement, au vu des lois du pays, le chef de l'État étant le chef supérieur du garde des Sceaux, afin qu'il prenne une décision, qu'ils instruisent le parquet, qui dépend directement de rendre la liberté à M. Adjamon aussitôt même.
Et ça fera grandir le régime de la rupture. On a besoin de la paix dans notre pays, on n'a pas besoin de troubles dans notre pays. Il y a des gens dont l'arrestation crée des troubles à l'ordre public, et il y a des gens dont aussi la liberté crée des troubles à l'ordre public. Mais ici, c'est l'arrestation qui tend à créer des troubles à l'ordre public. Et je vais vous faire une référence de ça. En 1961, notre pays a déjà voté une loi permettant au gouvernement même de demander directement aux juges la liberté provisoire des gens détenus dont la détention est de nature à créer des troubles à l'ordre public. Cette loi existe dans le pays. Donc c'est une culture de notre pays, culture juridique, que pour face à certaines personnes données, il faut des précautions dans l'examen de leur cas. M. Diamond ne bénéficie d'aucune précaution, les traités comme un individu vulgaire. Vraiment, je prie ces deux personnalités du pays-là de revoir la copie vis-à-vis de lui. Merci Paul Kato-Atita, vous êtes avocat au barreau de Cotonou. Merci Dieudonné Lokossou, vous êtes le secrétaire général de la CSA Bénin, la Confédération des syndicats autonomes. Et je rappelle que sur ce plateau, nous avions eu également l'honorable Basile Akhossi, ancien douanier, ancien chef brigade adjoint de Cotonou Port. Nous étions au cours de notre premier panel dans ce débat avec Jonathan Djonaye, il est un expert maritime, et Maître Aleoula, qui est un avocat. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette émission spéciale 100% Bénin consacrée à cette affaire qui fait actuellement l'actualité au Bénin. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur SICA, la chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain.